Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'occasion du tour complet du bilan que nous avons décidé de faire secteur par secteur de la gouvernance du président Patrice Talon, il était plus que temps de faire escale au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Depuis 4 ans, depuis les premières heures de l'accession au pouvoir du chef de l'État, un homme, mais pas que lui, une équipe et un style managérial sont aux commandes de la diplomatie béninoise. De fait, une transformation s'opère, diversement appréciée par les observateurs et les connaisseurs. Pour mieux appréhender les enjeux, mais aussi le contenu de cette évolution, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir celui-là même à qui le chef de l'État a confié la responsabilité de l'administration de la diplomatie et du rayonnement international du Bénin. Aurélien Agbenossi, bonsoir. Bonsoir, M. Baguidi. Qui ne le sait pas, vous êtes ministre des Affaires étrangères et de la coopération. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec mon collègue Renaud Akakpo. Renaud, bonsoir. James William Baguidi, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Akakpo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est l'heure du bilan, mais déjà l'actualité, à l'heure où la pandémie du coronavirus sème émoi et désolation au sein des familles dans presque tous les pays et fait vaciller la planète. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de nos compatriotes de la diaspora en cette qualité de ministre des Béninois de l'extérieur que vous êtes? Merci, M. Akakpo. Je pense que les nouvelles qui nous parviennent de la diaspora sont des nouvelles rassurantes dans certains domaines, dans certaines régions, mais qui peuvent être aussi préoccupantes ailleurs. Mais peut-être avant cela, faut-il vous dire que le ministère des Affaires étrangères participe à l'effort qui est en place, au mécanisme que le président de la République dirige lui-même, aux côtés de mes collègues de la santé, des finances, des transports, du tourisme. En fait, c'est l'ensemble du gouvernement qui travaille pour que cette pandémie soit gérée de manière intelligente. Mais en ce qui concerne notre diaspora, nous nous assurons non seulement qu'elle se met à l'abri, qu'elle se conforme aux gestes barrières qui sont importants, et que même dans les pays où les mesures qui sont prescrites ne sont pas aussi drastiques que celles que notre pays a proposées, notre conseil, l'avis que nous donnons, c'est qu'ils doivent se préserver, ils doivent faire attention à cela. Mais cela aussi nous amène à constater dans certains domaines qu'il faut une assistance. Et cette assistance, le président de la République a entrepris lui-même de l'apporter en nous donnant des instructions très précises pour régler certains cas particuliers sur lesquels je ne souhaite pas m'étendre ici. Vous n'allez pas nous dire que les Béninois, notamment les Africains de Chine, qui subissent depuis certains jours des violences de la part des Chinois, cette situation ne vous préoccupe pas? Bien sûr qu'elle me préoccupe, M. Baguidi. J'ai été informé dès la survenance de ces événements-là par notre ambassadeur, mais aussi en regardant des coupures de presse et certains organes d'information. Cela m'a amené très rapidement à approcher l'ambassadeur de Chine au Bénin pour lui poser des questions assez précises, puisque le sort de nos compatriotes nous préoccupe énormément. C'est là que l'assurance nous a été donnée qu'il s'agissait effectivement d'un dérapage, il faut appeler les choses par leur nom, dérapage à un niveau provincial, mais qu'au niveau du gouvernement central, des mesures avaient été prises pour éviter que les Africains, en général, les Béninois, puisqu'il y avait des Béninois dans ce groupe-là, soient l'objet de ces comportements inacceptables à un moment où c'est la solidarité, c'est la compassion, c'est le soutien qui doivent être les tendances dominantes de l'expression des sentiments des uns et des autres. Je suis avec beaucoup d'attention cette situation. Plusieurs compatriotes m'ont appelé directement de Chine pour s'inquiéter. Plusieurs compatriotes ici au Bénin m'ont aussi interpellé et j'ai pu leur donner l'assurance de ce dialogue que nous avons. L'ambassadeur de Chine avec lequel je me suis entretenu m'a aussi donné des informations qui, pour le moment, nous rassurent, mais ne nous empêchent pas de rester vigilants. Autre sujet qui a occupé la une de l'actualité et qui est presque occulté ces jours-ci, c'est au niveau des frontières nigérianes. Sur l'évolution de ce dossier, quelles sont les informations que vous avez
à partager avec vos compatriotes, surtout ceux qui ont été durement touchés par cette situation? Vous avez raison, cette situation, cette décision unilatérale, sans préavis du gouvernement du Nigeria de fermer sa frontière avec le Bénin, ne nous a pas fait du bien. Cela a causé du tort, comme vous venez de l'indiquer, à un certain nombre de nos compatriotes, surtout ceux qui sont dans le secteur des affaires, mais cela a aussi provoqué des difficultés sur le plan humain au niveau des communautés qui vivent des deux côtés de la frontière. Peut-être faut-il rappeler que dès la survenance de cet événement assez surprenant, le président de la République, qui s'est rendu à Yokohama, au sommet de la TICAD, a immédiatement rencontré son homologue du Nigeria pour comprendre et pour discuter avec lui de ce qu'il convenait de faire pour qu'une telle décision ne soit pas maintenue. Après cela, nous avons organisé, en concertation avec les autorités nigérianes, mais aussi celles du Niger, une rencontre tripartite pour passer en revue les difficultés qui amenaient nos partenaires du Nigeria à prendre de telles décisions. Il faut dire que le Bénin et le Nigeria sont liés par l'histoire, par la géographie, mais aussi par la culture. Et une question comme celle-là ne pouvait se gérer que de manière délicate. Et c'est pour cela que nous avons accepté, dès que la partie nigériane a proposé l'organisation de ces rencontres, c'est pour cela que nous nous sommes rendus à Abuja très très rapidement pour que nous puissions trouver des solutions. Il faut dire, à notre opinion, que les difficultés que le Nigeria a évoquées ne sont pas à nier. Mais il faut aussi donner une information équilibrée. C'est vrai que le trafic de riz importé d'Asie qui est introduit frauduleusement au Nigeria porte atteinte à ce programme de riziculture que ce pays a mis en place. Mais les acteurs de cette filière ne sont pas que des Béninois. Il faut dire aussi que les produits manufacturés du Bénin, l'huile, l'eau, n'ont jamais été acceptés sur le marché nigérian. J'évoque tout cela pour dire que de part et d'autre, il y a des choses à corriger. Et le président de la République, dès son accession à la plus haute charge de l'État, a souhaité qu'il y ait une concertation entre le Niger, le Nigeria et le Bénin pour passer en revue ces difficultés-là, pour que ces violations des règles communautaires ne puissent pas persister. Les agendas politiques n'ont certainement pas permis que ces rencontres aient lieu, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que après la rencontre de Yokohama, après les diverses rencontres d'Abuja, le président du Burkina, qui est le champion, on parle de champion parce que c'est lui que ses pairs ont désigné pour coordonner l'effort lié à la libre circulation entre les 15 pays de la CEDEAO, le président du Burkina a convoqué tous nos représentants pour passer en revue non seulement les 3 pays, mais aussi les pays qui sont impactés par cette difficulté, à savoir le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et au cours de cette réunion, la feuille de route qui avait été établie à Abuja, qui comporte 13 points, a été examinée. Et l'on s'est rendu compte qu'au moins une dizaine de points, au moins une dizaine de conditions posées par la partie nigériane ont été respectées, ont fait l'objet d'actions idoines de la part du Bénin, mais aussi du Niger. Les 3 autres actions qui persistent sont des actions en fait conjointes. Le Nigeria s'est engagé à ce que les 2 autres parties, avec leurs homologues du Nigeria, prennent les actions qui s'imposent pour que nous puissions arriver assez rapidement à une ouverture. C'est dans cette dynamique-là que nous étions quand est survenue la crise du coronavirus qui, comme vous le savez, a amené l'ensemble des pays à fermer leurs frontières pour pouvoir contrôler les flux
de personnes affectées ou infectées. Oui, mais la vraie question aujourd'hui que se posent les Béninois, mais à quand le dénouement de ce dossier? Si cela ne tenait qu'au gouvernement du Bénin, cela devait être immédiat. Mais le Bénin ne décide pas de ce qui se fait à Abuja. Mais le fait que la CEDEAO se soit emparée du dossier, que le dernier sommet d'Abuja ait demandé à la partie nigériane de coopérer, comme cela se doit, dans la résolution de la question, c'est un ensemble de faisceaux qui m'amène à croire que lorsque cette crise, cette pandémie, qui est la préoccupation majeure du moment, sera surmontée, la partie nigériane prendra les mesures qu'il faut. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas été question de motivation politique derrière la fermeture de la frontière, étant donné, vous l'avez évoqué, les 10 exigences du Nigeria qui ont déjà été satisfaites et pourtant la frontière reste fermée. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas été question de problème politique Je sais, M. Gagdi, qu'il y a eu beaucoup de spéculations, que certaines personnes ont essayé de faire croire notre opinion que c'est elle qui, à partir d'officines obscures de Cotonou, influence la décision de la partie nigériane. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas du tout. C'est un jeu politicien. Dans les 13 points que la partie nigériane a exprimés, il n'a été jamais question de ces motivations politiques. Oui, mais la seule certitude dans ce dossier, c'est que cette fermeture de manière inattendue des frontières touche même au fondement de la CEDEAO. Et au moment où l'on se réjouit de l'avènement de la ZLECA, où les États africains se réjouissent de cette initiative, n'est-ce pas là un mauvais signal lancé du côté du Nigeria? Bien entendu, bien entendu. Nous sommes sur un terrain d'une violation flagrante du droit communautaire, parce qu'il existe le droit communautaire. Nous avons un marché unique. Normalement, il ne devait pas avoir d'obstacle à l'exportation d'un pays membre de la CEDEAO vers un autre de produits manufacturés dans l'espace de la CEDEAO. La libre circulation des biens et des personnes est au cœur de ce droit communautaire. Donc nous sommes dans une situation de violation, mais comme vous le savez, en droit international, il arrive que des incompréhensions conduisent à des confrontations, mais ce qui nous caractérise au Bénin, c'est d'être raisonnable, de maintenir le dialogue. Donc nous sommes dans une posture de dialogue avec le Nigeria. Et j'ai dit récemment, le Bénin n'est ni dans la victimisation ni dans la confrontation, mais dans une discussion sereine qui devrait nous permettre de trouver les solutions assez rapidement. Vous venez de dire que le Bénin n'aime pas la confrontation ni la victimisation, mais il semble, il y a quelques mois, que le Bénin a choisi la voie de la confrontation quand il a décidé d'expulser l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin. Quelles sont les motivations de cette décision et est-ce qu'elle n'a pas de conséquences sur les relations entre le Bénin et l'Union européenne depuis lors? M. Baguidi, il ne s'agissait pas d'une confrontation. Il s'agissait pour le Bénin, qui est un pays souverain, de s'assurer que des comportements ne mettent pas en péril nos relations avec l'Union européenne. Vous savez, un chef de mission, un diplomate, est tenu à des obligations, en plus des droits et des privilèges qui sont attachés à sa fonction. Parmi ces obligations, il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Et lorsque la frontière de ce devoir de réserve est franchie, et plusieurs fois, un pays souverain n'a pas le choix que celui qui a été le nôtre, de remettre les pendules à l'heure et de faire en sorte que l'excellente relation entre l'Union européenne et le Bénin ne souffre pas de comportement d'un individu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela est derrière nous aujourd'hui. Cela est derrière nous aujourd'hui parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aucun des programmes en œuvre sur le territoire, sur financement de l'Union européenne, n'a été interrompu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès la survenance de cet événement, de ce décident malheureux, nous sommes rentrés dans un dialogue permanent avec l'institution européenne
dont le rôle dans le développement du Bénin est important. C'est justement pour préserver cette relation, la qualité de cette relation, qu'il fallait prendre la décision qui a été prise. Ce dialogue s'est poursuivi et il s'est terminé récemment où l'une des étapes importantes a été la conversation franche mais très constructive que j'ai eue avec le haut représentant chargé des affaires étrangères mais aussi de la politique de sécurité de l'Union européenne. Et au cours de cette conversation, nous nous sommes compris et nous sommes tombés d'accord pour que les choses retournent à la normale. N'eût été cette crise du coronavirus, nous aurons eu déjà ce dialogue politique qui était programmé pour se tenir ici à Cotonou. Je peux vous assurer que la relation avec l'Union européenne est au beau fixe aujourd'hui, qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation, mais d'un moment où il fallait remettre les choses un peu en perspective. Mais là, vous nous rassurez, vous nous dites que les relations entre l'Union européenne et le Bénin n'ont subi, je vais dire, aucune répercussion négative à la suite de cet événement. Mais quelle était la teneur des propos de cet ambassadeur, des propos qui ont pu irriter les autorités béninoises au point de provoquer l'expulsion? Nous n'avons pas expulsé, nous avons retiré notre agrément. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce que j'essaie de dire, c'est que ceci est derrière nous. Je pense qu'il n'est pas important de revenir sur les propos. Ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que nous avons renoué un dialogue de bonne qualité avec l'Union européenne. Ce qui compte, c'est que nous avons des valeurs en partage avec cette institution. Ce sont les valeurs de démocratie, des valeurs des droits de l'homme, et des valeurs de bonne gouvernance. Et c'est cela qui constitue le socle de notre relation avec l'Union européenne, qui est un partenaire majeur dans ce que nous faisons. Parlons toujours du Bénin, de la diplomatie béninoise, et notamment des enjeux prioritaires de cette diplomatie. Depuis que vous êtes aux manettes, c'est surtout de la diplomatie de développement dont nous parlons. Et pour ce faire, il y a eu une visite au Bénin, une visite que beaucoup de Béninois ne s'attendaient certainement pas à recevoir, c'est celle de la présidente de l'Estonie. Nous vous invitons déjà à suivre un reportage à propos de cette visite-là et nous revenons après pour vous adresser quelques questions. On a des startups qu'on accompagne ici qui ont des clients dans plus de 100 pays dans le monde entier. Donc il y a quand même des choses que le Bénin a à offrir et qu'on aimerait montrer à nos visiteurs. Leur attente d'accueillir la présidente de l'Estonie a été comblée. Kersti Kaljulaid, accompagnée des ministres des Affaires étrangères et de la coopération, de l'économie numérique et de la communication, a visité ce centre et Trilabs. La délégation s'est enquise du génie de ces jeunes installés dans les stations Sewenan, Chaperol, Rapierco et puis ici, Bilofi. Toute la jeunesse est engagée à faire booster les entreprises pour dépasser les objectifs de croissance. J'ai vu exactement la même chose que j'ai vu en Estonie. Comme on a parlé avec Madame la ministre, nos pays devraient développer les entreprises locales qui font des choses tailor-made pour notre société, pour notre économie. Parce que si on est lié seulement avec GAFA, on n'aura jamais les services qui ont exactement pour moi, développé pour moi, pour nous. Et c'est si important que vous avez compris ça et que là j'ai vu qu'il y a beaucoup de développement qui peut peut-être un jour être une unicorne même. C'est une grande chose d'avoir une unicorne. Je sais qu'il n'y a pas encore au Bénin. En Estonie, il y en a 4, mais je suis sûre que peut-être après 5 ans, 10 ans, vous arrivez. Le gouvernement du Bénin se réjouit de cette remarque du numéro 1 d'un pays de l'Europe du Nord très avancé en technologie. Kersti Kaljulaid au Bénin, c'est donc une surprise, la présidente de l'Estonie qui est venue ici. Pourquoi la présidente de l'Estonie, un pays dont les dirigeants ne sont jamais venus au Bénin auparavant, a-t-elle fait le déplacement du Bénin? Cette question m'a été souvent posée. Et je me rappelle que lorsque le président de la République a fait sa visite de travail en Estonie, puisqu'il faut rappeler qu'il est allé d'abord en Estonie,
La question a été posée de savoir, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher en Estonie? On ne connaissait même pas ce pays. Je crois qu'il faut dire que le Bénin, dans sa quête d'une amélioration des conditions d'existence ici, dans sa quête de moderniser la gouvernance, a fait une sorte de scanning des bonnes pratiques dans le monde. Et l'Estonie est le pays qui a réussi le plus ce qu'on appelle le e-gouvernement. L'Estonie est le pays qui a réussi, mais très efficacement, la dématérialisation. C'est l'Estonie qui a pu prouver qu'avec la technologie, l'on pouvait moderniser la gestion des affaires publiques. Donc c'est ce que nous sommes allés faire en Estonie, et la présidente de l'Estonie, je crois convaincue par la détermination du président, mais en suivant aussi les réformes qui ont été engagées ici, a tenu à rendre visite au président, à lui montrer que les relations entre nos deux pays méritaient d'être consolidées dans ce domaine-là. C'est pour cela que dans notre programme de dématérialisation, nous avons eu recours à des spécialistes estoniens qui ont participé à des actions de mise en place de ce programme-là dans certains volets. Des accords ont été signés pour permettre à notre pays de bénéficier de l'expertise de ce pays. Il y a toute une série de choses qui sont intéressantes dans cette relation-là. Et je me rappelle que cette question a cessé de m'être posée lorsque l'opinion s'est rendue compte que quelques mois après la visite du président Talon, l'ensemble de l'Union européenne est allé pour un sommet consacré à la numérisation et la digitalisation de la gestion des affaires publiques en Estonie. Et c'est cela qui a permis aux gens de comprendre que l'Estonie est un des meilleurs de la classe. Et le Bénin, aujourd'hui, veut s'associer aux meilleurs de la classe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en Estonie. Et je me réjouis que la présidente de l'Estonie ait tenu sa promesse de venir voir le président Talon ici. À l'issue de cette visite de la présidente Kesti Kajulai, la présidente estonienne bien sûr, il y a eu de grandes annonces. Aujourd'hui, que gagne le Bénin dans ce partenariat? Mais dans un partenariat, on gagne toujours lorsqu'on est assez alerte. Nous avons une institution comme l'ACI qui est en relation avec l'équivalent de cette institution en Estonie. Ma collègue, la ministre du numérique et de la digitalisation, est aussi en rapport avec son homologue de l'Estonie. Et nous avons des concertations régulières dans ce domaine-là pour avancer. Les problèmes de formation ont été aussi retenus dans l'accord que j'ai signé avec mon homologue estonien qui s'est rendu ici avant même la venue de la présidente. Et cet ensemble d'ingrédients contribue à nous faire avancer dans notre programme de dématérialisation de l'administration, de modernisation des processus de notre administration publique. Donc c'est cela les retombées. Sans compter bien sûr que sur le plan de la coopération multilatérale, nous sommes un nouveau partenaire pour un pays pour pouvoir influencer la gestion des affaires internationales. Et vous le dites si bien, le Bénin essaie de multiplier les partenaires, la diplomatie économique dont vous êtes à la manette depuis que vous êtes donc aux affaires. En quoi elle apporte quelque chose de plus au Bénin aujourd'hui, cette diplomatie de développement? Vous savez, lorsque le candidat, désormais président de la République, a décidé de prendre les rênes de ce pays, il a dit qu'il souhaitait que nous fassions de notre diplomatie un véritable instrument de rayonnement, mais aussi de mobilisation de ressources pour le développement. Et notre développement souffre, bien sûr, de manque de ressources. Et lorsqu'on parle de ressources, on ne parle pas seulement d'argent, on parle aussi de ressources humaines, on parle de compétences dont nous avons besoin. Et pour pouvoir former ou élever le niveau de ce capital humain, il faut aussi des moyens, il faut des ressources. Mais c'est d'investissements massifs que nous avons besoin pour pouvoir passer cette étape-là, pour être vraiment un pays qui est sur une trajectoire porteuse. Et ce que rapporte cette diplomatie du développement, cette diplomatie économique, pour reprendre le terme de M. Gbagidi, c'est
ce que nous recevons en scrutant les possibilités qui existent de par le monde et qu'une certaine paresse intellectuelle ou une sorte d'apathie n'avait pas permis aux dirigeants de ce pays de conquérir. Et ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères, c'est un travail d'équipe. C'est le ministère du Plan, c'est beaucoup le ministère des Finances, mais c'est d'abord et avant tout le président de la République qui non seulement examine favorablement les propositions que nous pouvons faire en disant il y a des possibilités, il y a telle ou telle autre facilité identifiée par les ministres que je viens de citer, y compris moi-même, mais c'est aussi le président lui-même qui, en scrutant l'évolution des pays, en regardant les possibilités qui existent, nous envoie en mission et cela nous permet de nouer de nouveaux partenariats, cela nous permet de trouver des ressources qui permettent à notre pays de financer les énormes programmes de construction qui sont en cours ici dans tous les domaines. Et de façon concrète, est-ce qu'il y a des chiffres? Quel est l'apport aujourd'hui en termes de contribution économique, en termes d'apport, en termes de mobilisation de ressources? Je pense que les chiffres sont énormes et pour la première fois de son histoire, notre pays a été sur le marché financier international dans le domaine plus particulier des eurobonds. Et très récemment encore, le Fonds monétaire international, compte tenu de nos performances économiques, a décidé littéralement de doubler les facilités qu'elle apporte pour renforcer notre économie. En termes de chiffres, c'est énorme ce qui a été rapporté dans ce pays-là. Rien que pour la construction de l'hôpital d'Abomey-Calavi, l'hôpital de référence, nous n'avons pas d'hôpital de référence dans ce pays. Nous avons pu mobiliser des ressources. Donc il y a énormément de retombées dans cette démarche-là. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est la crédibilité du président de la République dans ce domaine-là, qui compte et qui permet à l'équipe de mobiliser autant de ressources. Et dans cette dynamique également, vous avez désormais adressé désormais des lettres de mission aux ambassadeurs du Bénin au plan international pour que ces derniers puissent également mobiliser des investisseurs, mobiliser des financements pour le pays. Comment cela se passe exactement? Cela participe de la réforme de notre outil que constitue la diplomatie. On ne peut pas mettre en mission des ambassadeurs sans leur fixer des objectifs et sans aussi avoir pour eux des critères de performance. Et nous avons très tôt, conformément à la vision du président de la République, conçu ces lettres de mission qui n'existaient pas et n'ont jamais existé dans notre système diplomatique. Nous avons conçu ces outils-là qui permettent de fixer des objectifs, de fixer des cibles et de dire à un ambassadeur dans un pays X que ce que nous attendons, ce sont des produits, 1 ou 2 produits, parfois 3, au terme de l'année. Ce qui nous permet de rendre compte au président de la République pour dire oui, cette identification d'opportunités que nous avons faite s'est concrétisée par des accords, par des possibilités de cofinancement, par des possibilités de partenariat. Si l'on ne fait cela, on envoie des ambassadeurs qui, selon leurs aptitudes ou leur bon vouloir, peuvent être performants ou ne pas être performants. Donc la lettre de mission permet de cadrer l'action et insuffle un certain dynamisme dans la manière de travail des ambassadeurs. À cela, nous avons ajouté un autre instrument, ce sont les matrices de suivi de l'action des ambassadeurs qui sont accréditées auprès de notre pays. Nous sommes exigeants vis-à-vis de nos ambassadeurs qui sont à l'extérieur, mais nous sommes aussi exigeants vis-à-vis des ambassadeurs de l'étranger qui sont accrédités auprès de notre pays pour que ce qui a été convenu entre les leaders au plus haut niveau ou discuter avec les ministres fasse l'objet d'une action concrète. Et je pense que cette décision du président d'avoir cette approche matricielle où l'on sait ce qui est attendu de chaque ambassadeur, les nôtres, mais aussi ceux qui sont envoyés vers nous, nous a permis de faire des avancées. Alors, Monsieur le ministre, vous le dites si bien, les ambassadeurs contribuent à attirer les investissements vers le pays. Comment peut-on justifier que nos ambassadeurs à l'étranger soient dans ce rôle et au même moment réduit de façon drastique le nombre de postes diplomatiques? Les ambassadeurs sont d'abord des émissaires, des envoyés du président de la République. Et toutes les charges dans la République sont des charges qui sont précaires et révocables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le président de la République n'a pas fait mystère de ce que, sous lui, nous devions reformer profondément l'État. Il ne s'agit pas seulement de la diplomatie. Regardez ce qui se passe dans le domaine de l'enseignement, avec la mise en place du Conseil national de l'éducation.
Regardez ce qui se passe pour les hôpitaux. Dans le domaine de la santé, ce conseil qui est aussi mis en place. En ce qui concerne la diplomatie, c'est vrai que le réaménagement de la carte diplomatique et son inévitable corollaire qui est la rationalisation de l'effectif du personnel de nos représentations devait se faire. Cela a été annoncé et cela se fait par étapes. Je dis souvent que nous devons redéfinir notre manière d'être présent au monde. On ne peut pas utiliser des outils du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle pour affronter les difficultés du XXIe siècle. La pandémie qui est là nous l'enseigne d'ailleurs. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de revoir notre carte diplomatique pour la mettre en consonance avec nos moyens, avec la vision stratégique du président et du gouvernement, mais aussi avec les priorités qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous parliez de chiffres tout à l'heure, je peux vous en donner quelques-uns. Lorsque vous regardez l'assurance pour le renforcement du capital humain, qui est un programme que tout le monde salue, opposition comme majorité, on se rend compte qu'il nous faut 313 milliards de francs CFA pour pouvoir le mettre en place. Et la phase pilote a commencé. Lorsque vous regardez cette réforme que nous avons faite de la formation technique et professionnelle, parce que nous avons aujourd'hui un système d'éducation qui ne produit pas les professionnels dont nous avons besoin pour notre développement. Mais à la table ronde, nous nous sommes rendus compte, après les études, qu'il faut un minimum de 300 milliards. Regardez l'eau, qui est un besoin essentiel. Et tout cela, ce sont nos ressources d'abord. Et ensuite, celles que nous pouvons mobiliser à l'étranger. Donc c'est tous les secteurs qui subissent ou qui se voient reformés, qui se voient restructurés. Et il y a des modes de représentation sur le plan international aujourd'hui. Il y a des pays riches, plus riches que le Bénin, avec lesquels nous sommes en relation, mais qui n'ont pas d'ambassade à Cotonou. Pourquoi est-ce que le Canada a son ambassade à Ouaga? Pourquoi est-ce que la Suisse a son ambassade à Accra? C'est bien parce que la modalité de la représentation régionale, la modalité de la multi-accréditation permet à un État de maintenir les relations avec le pays, permet à un État de garder cette relation, mais en réduisant un peu les charges administratives. C'est pour cela que nous avons décidé, dans un premier temps, et nous l'avons fait en 2016, nous l'avons refait un peu en 2019, et aujourd'hui, le moment est venu d'avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Vous aurez des pôles régionaux. Certaines ambassades, comme Paris, certaines ambassades comme Washington, sont des pôles régionaux. Mais nous sommes présents et nous serons présents sur tous les continents. Mais ce que nous aurons aussi, c'est des ambassadeurs non résidents. Les Anglais appellent ça des roving ambassadors, qui, à partir de Cotonou, avec les moyens, parce qu'on leur donnera des moyens, opéreront, seront accrédités auprès de certains pays. J'ai donné l'exemple de la Suède, dont l'ambassadeur est résident dans la capitale, à Stockholm, mais qui agit ici, avec efficacité. J'ai donné l'exemple, par exemple, des ambassadeurs thématiques que nous n'avons pas. Peut-être que l'évolution sur le plan géopolitique, sur le plan international, nous amènera à avoir un ambassadeur pour l'eau ou pour le climat. Nous n'avons pas encore cette modalité-là. Mais c'est une modernisation de l'outil. On ne peut pas baser notre diplomatie sur des dogmes qui sont dépassés, sur des modes de représentation qui ne sont plus efficaces. Et je me suis entretenu avec plusieurs de mes collègues. Me vient à la mémoire une conversation que j'ai eue avec mon collègue de Singapour, qui m'a montré comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir une machine diplomatique efficace, mais avec moins d'ambassadeurs à l'étranger. Cela coûte cher. Regardez, vous savez qu'en 2016, 2017 ou plus tard, le nombre d'agents que nous avons ramenés en 2017, à l'été 2017, le nombre d'agents que nous avons ramenés à Cotonou avoisine la centaine. Mais personne ne l'a ressenti ici. Parce que nous avons rationalisé les processus, nous avons revisité nos modes d'opération. Il va rester combien d'ambassades finalement du Bénin à l'étranger? Je pense que nous aurons un peu plus d'une dizaine d'ambassades à l'étranger. Et cela nous suffira si nous savons mettre l'intelligence, si nous savons mettre la détermination, mais aussi la bonne volonté pour pouvoir conduire notre action diplomatique. Monsieur le ministre, cela ne veut pas dire que notre diplomatie s'affaiblit, au contraire.
Elle devient plus tonique. Est-ce vraiment une diplomatie qui devient plus tonique dans la mesure où le simple fait de fermer une représentation dans un pays, même s'il ne s'agit pas de rupture de relation avec ce pays-là, donne quand même l'impression que le niveau de chaleur entre les deux États, le niveau de coopération entre les deux États prend un coup, qu'on le veuille ou pas? Non, M. Gbagidi, je crois qu'il y a l'émotion, mais il y a aussi la réalité des choses. Premièrement, j'ai cité des pays importants, des pays dont même les chefs d'État se sont rendus ici. Je prends l'Inde. L'ambassadeur de l'Inde est à Abuja. Mais c'est l'ambassadeur, l'un des ambassadeurs avec lesquels je m'entretiens le plus. Les pays avec lesquels nous nous entretenons avant de prendre ces décisions comprennent d'abord, qu'une carte diplomatique, c'est un corps vivant, il évolue. Ce corps-là évolue. Deuxièmement, c'est un outil qui s'adapte à la géopolitique, aux intérêts du moment, mais aussi aux besoins à un moment donné. La diplomatie, ce n'est pas de l'affection seulement. La diplomatie doit servir les objectifs de développement. Lorsque vous n'expliquez pas à un pays où vous aviez une ambassade les raisons qui vous poussent à fermer une ambassade, oui, le pays peut croire que c'est un geste inamical. Mais lorsque vous dites à ce pays, non seulement ne rompons pas nos relations, mais nous maintenons un ambassadeur qui est seulement résident, si nous prenons le cas d'un pays européen, si nous prenons le cas d'un pays nordique, je ne veux pas citer dans les détails ici, en disant, à partir de Paris, nous pouvons travailler avec vous. Ou en disant à un autre pays, à partir de Moscou, nous sommes proches, nous pouvons travailler avec vous, et vous aurez toujours un ambassadeur accrédité, puisque même votre ambassadeur n'est pas résident à Cotonou. Ces pays comprennent, surtout quand vous leur dites que c'est pour répondre à des besoins aussi essentiels que la santé, l'éducation. Il faut savoir choisir les priorités. Ce sont des contraintes financières qui conduisent le Bénin à adopter cette posture, Monsieur le ministre? Il y a cela. Nous sommes à un moment où nous essayons de bâtir ce pays. Il y a un moment où il faut investir dans certains secteurs. Regardez l'infrastructure. Aujourd'hui, les Béninois sont contents d'un Cotonou, à Porte-Novo ou à Lokossa, même à Bukumbe, de voir de belles routes, des routes solides, qui sont faites, mais dans les règles de l'art. Mais cet argent, il vient de quelque part. Face à la pandémie du coronavirus, les Béninois étaient impressionnés de voir que très tôt, le président a donné des instructions pour que nous puissions faire des commandes. Mais ces commandes, ce n'est pas gratuit. Et dans les moments de pandémie, vous savez, les gens demandent des paiements cash. Absolument. Mais il fallait épargner. Il faut rationaliser les ressources. Il faut rationaliser les ressources. C'est ce que vous dites. Et nous faisons une diplomatie de nos moyens, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas présents au monde. Tout à fait. Je comprends l'émotion qui existe dans le milieu des diplomates aujourd'hui, mais je sais aussi qu'ils sont capables de comprendre qu'entre avoir une belle ambassade, dotée de grands moyens dans un pays développé, et faire en sorte que l'hôpital à Cotonou ait les moyens de soigner nos parents, ou une cantine scolaire qui permet de nous nourrir les enfants, pour former les enfants. Parce que les tares, c'est dès le banc, lorsqu'on n'est pas nourri correctement, qu'on peut avoir des tares. Tout à fait. Ils comprennent cela. Tout à fait. Alors, mais relativement aux engagements du Bénin vis-à-vis d'abord des fonctionnaires en poste dans nos missions diplomatiques et par rapport aux organisations, est-ce que le Bénin est à jour de ces cotisations, de ces engagements? J'affirme que oui. Parce que la nouvelle diplomatie du Bénin, c'est aussi une diplomatie de dignité. Il faut être digne. Il ne faut pas être membre d'une organisation pour qu'au moment où l'on doit voter, on dise, bon, tel ou tel pays ne peuvent pas voter à cause du non-paiement de cotisations. Aujourd'hui, notre pays est à jour dans toutes ces cotisations. C'est la première chose. Deuxièmement, nous n'avons plus aujourd'hui des diplomates envoyés en poste qui ne reçoivent pas leur salaire pendant 2, 3, 4 mois. J'ai vu ces situations. Le président a instruit notre administration pour que les virements soient faits directement. Nous avons aujourd'hui des fonctionnaires qui sont payés quasiment au même moment que ceux qui sont à Cotonou. Peut-être parfois, en termes de transfert, cela peut mettre 1 ou 2 jours ou peut-être une semaine de plus, mais ils sont payés régulièrement. Parce que nous travaillons sur des plans de travail où les ressources sont déjà mises à la disposition des ministères dès le départ, où on ne gère pas par hasard, les loyers sont payés. Et nous avons fait un programme de réhabilitation de plusieurs ambassades. Donc l'image du Bénin à l'étranger s'est améliorée. On me le dit, ce n'est pas moi qui l'affirme. Et le respect que l'on a pour un État au sein des instances internationales, aujourd'hui, le Bénin
fait partie des pays qui sont respectés. Le respect que l'on a pour le Bénin au plan international procède également de la diplomatie culturelle, du rayonnement que le chef de l'État veut donner à la culture du Bénin. Et à l'occasion d'un discours qu'il a tenu à l'UNESCO il y a quelques mois, il revenait notamment sur la restitution des biens culturels. Et je vous prie d'abord de l'écouter. Nous revenons à vous pour la question dans un instant. Très bien. Mon pays, le Bénin, se réjouit de la tenue de cette conférence, dont le terme, depuis peu, est au cœur de son programme de développement culturel et touristique. Depuis 2 ans, en effet, le Bénin s'est engagé dans un important programme de développement du secteur de la culture et du tourisme pour augmenter son potentiel d'attractivité, d'investissement dans un secteur réputé porteur de développement socio-économique. Au-delà des questions d'ordre politique, historique, sociologique ou philosophique, la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un moyen de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique. Toutes choses qui relèvent de l'aide au développement, de la coopération. C'est dans cette dynamique que le Bénin a entrepris de construire 3 musées dotés des moyens les plus modernes de conservation et d'exposition pour révéler au monde, dans un esprit nouveau, sa contribution et son rôle dans l'évolution de l'humanité. Ce faisant, le Bénin compte avec la circulation de ses biens culturels, réhabiliter et offrir au monde l'épopée de ses rois, de ses Amazones, les vestiges du plus grand port de l'histoire de l'esclavage, ainsi que la richesse des arts et des cultures de son patrimoine vaudou. Une telle ambition, comme on peut l'imaginer, exige de la volonté des actions fortes au plan de la coopération internationale. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Bénin a formellement saisi, le 26 août 2016, les autorités françaises d'une demande de restitution de ces biens culturels patrimoniaux détenus dans les musées français. Cette demande que le Bénin a adressée à la République française a connu une réponse au départ, on va le dire, défavorable. Ensuite, cette réponse a évolué. Le Bénin est aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme un leader de cette revendication et c'est à ce titre qu'il brille dans cette diplomatie culturelle que le chef de l'État prône. Bien entendu, d'abord, cette revendication était fondamentale puisque nous avons décidé, en plus de l'agriculture, de faire du tourisme un des éléments de l'accélération de notre croissance. Et notre tourisme se nourrit non seulement de nos sites naturels, mais aussi de notre patrimoine. Et dans notre patrimoine, il y a ces biens culturels. Donc c'est à bon escient que le président, dès le mois d'août 2016, m'a instruit d'approcher les autorités françaises pour recevoir ces biens-là qui sont à nous. Nous avons eu un dialogue qui a été positif. Le discours du président à l'UNESCO est un acte fondateur. Et la partie française, je dois dire, a connu une évolution aussi positive dans ce domaine-là. Les refus du début ont laissé de la place à l'engagement pris par le président Macron, souvenez-vous, lorsqu'il était à Ouaga, de restituer les biens, mais surtout son discours poignant lorsque le président a été reçu à l'Élysée, de dire que non seulement il mettait en place cette commission-là avec Mme Savoy et M. Felwine-Sarr pour travailler sur la question de la restitution des biens. Ceci a été fait et depuis nous sommes dans une dynamique qui avance. On peut avoir l'impression que cela n'avance pas, mais je peux vous dire, oui, le président est le leader dans ce domaine. Notre décision a inspiré la CEDEAO qui a fait passer désormais une résolution sur le retour des biens culturels, mais aussi l'Union africaine. On ne le dit pas assez. Mais à côté de cela, pour ce qui nous concerne, le travail bilatéral qui est en cours avec la France, nous avons un plan de travail commun qui a été signé ici à Cotonou entre le ministre français de la Culture, le ministre Richter et moi-même et mon collègue, le ministre Abimbola.
Et le ministre de la Culture et moi-même, nous sommes rendus à Paris au mois de février pour faire le point sur l'avancée de la mise en œuvre de ce plan de travail commun. La restitution des 26 œuvres annoncées par le président Macron lorsqu'il a reçu le rapport se fera. Nous avons voulu que cela se fasse dans de très bonnes conditions. C'est pour cela que nous accélérons le programme de construction de nos musées. Vous savez que dans ce secteur, nous avons investi énormément d'argent. Et je pense que la question de la gestion des biens culturels est en bonne perspective, elle avance. Il y a une équipe sous la direction du professeur Noureddine Tidjani Serpos qui, pratiquement quotidiennement, se penche sur cette question avec les équipes du ministère de la Culture. C'est vous dire que... L'impression que l'homme de la rue, que le Béninois lambda a de cette question, c'est que plus ça prend du temps, plus on a comme l'impression que les ardeurs se sont quelque peu émoussés après les grandes annonces. Vous savez, les Béninois connaissent maintenant leur président. Les ardeurs du président Talon ne s'émoussent pas parce qu'une partie ou parce que l'agenda aurait connu des aléas. Nous sommes déterminés à obtenir nos biens, nous les obtiendrons. Et nous sommes dans une démarche de coopération muséale, de coopération patrimoniale avec la partie française. Et nous avons prévu aussi d'élargir le champ de cette revendication à d'autres pays. Et des entretiens sont en cours. Je ne peux pas encore révéler leur contenu, mais les perspectives sont assez positives pour que nous puissions vraiment atteindre cet objectif-là. Autre chantier à suivre, sans doute, c'est celui par lequel le Bénin a impressionné le monde en ouvrant ses frontières à tous les ressortissants africains qui sont désormais exemptés de visa pour fouler le sol béninois. Permettez-moi de dire une chose rapidement sur une des thématiques où le président championne, est champion dans le monde. C'est aussi la question des médicaments. Souvenez-vous du discours fondateur à Genève, où le président a tiré l'attention sur cette question des médicaments, des faux médicaments, où on a pris des décisions très dures ici. On voit aujourd'hui avec la pandémie que c'était une chose à faire. Mais pour revenir à la question que vous me posez, qui est celle de l'exemption de visa, là aussi, nous avons fait œuvre de précurseur avec nos amis du Rwanda, puisque c'est à Kigali que le président a annoncé sa décision. Nous avons fait une exemption de visa à tous les Africains, parce qu'on ne peut pas faire l'unité africaine, on ne peut pas faire l'Union africaine par des incantations et par des sommets, alors que rien de concret n'est fait. Le président Talon a dit, plus de visa pour les Africains. Au moins pour les 3 premiers mois, ils sont là. Et après les 3 premiers mois, ils peuvent se régulariser en respectant nos lois. Regardez, la Convention sur la ZLECAf, plus tard, a intégré aussi ce protocole sur la libre circulation. Peu de pays l'appliquent, mais nous l'appliquons. Et cette décision que nous avons prise a permis à des pays de nous donner la réciproque. Un pays comme le Kenya, dont l'accès, je dois vous dire, est assez difficile, a accepté, sur la base de cette décision que nous avons prise, de signer avec nous un protocole qui fait qu'aujourd'hui, les ressortissants béninois peuvent se rendre au Kenya sans visa, en tout cas au moins pour les passeports diplomatiques, pour les passeports de service, et avec des facilités avérées pour les passeports ordinaires. Le cas du Maroc est là aussi pour un certain nombre pour les passeports diplomatiques, passeports de service, on peut se rendre là-bas, et pour les passeports ordinaires, nous sommes en discussion pour que cela aboutisse. Il y a d'autres cas encore. Il y a un autre chantier très important dont nous ne saurions ne pas parler, c'est celui de la lutte contre l'insécurité dans la sous-région ouest africaine. Le chef de l'État a prononcé là aussi un discours important à l'occasion d'un sommet sur la paix et la sécurité régionale. Je vous invite à l'écouter rapidement. Quand on entend parler les institutions africaines, nos États, nos responsables, de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ce qu'on retient essentiellement, c'est notre attente de financement de la part des institutions des autres continents et de la part des partenaires bilatéraux des autres continents. La décision des chefs d'État de l'UEMOA ainsi que de ceux de la CEDEAO à Ouagadougou a mis fin à cette perception que nous sommes capables de mobiliser, de décider de mobiliser par nous-mêmes nos ressources propres. Même si elle peut être insuffisante, nous venons de donner le signal que nous sommes capables d'agir. Nous avons pris la décision de mobiliser 500 millions de dollars pour notre contribution à la lutte, pour notre survie. Le chef d'État pense que les Africains doivent par eux-mêmes contribuer à la sécurité dans la sous-région.
Absolument. Le président de la République a raison. On ne peut pas lancer tous nos programmes de développement si, comme il a dit lui-même, nous ne luttons pas pour notre survie. Et notre survie, c'est la sécurité. Mais en avons-nous les moyens? Nous en avons d'abord la volonté. Il faut d'abord avoir la volonté. Il faut d'abord se décider à prendre en charge soi-même sa sécurité. Et c'est ce que le président propose. Et d'ailleurs, cette sortie du président a permis à la CEDEAO d'élaborer un plan qui permettra de mettre des ressources additionnelles aux 500 millions dont il a parlé à la réunion de l'UEMOA pour que nos pays puissent mettre en œuvre leur programme sans attendre que ce soit des partenaires extérieurs qui ont aussi des préoccupations qui s'occupent de nous. Vous savez, l'adage « Corrèze avant Zambèze » est toujours d'actualité. Et je pense que ces moyens-là, il faut les mobiliser pour permettre à nos armées, à nos services de renseignement, mais aussi à nos stratégistes dans ce domaine-là de travailler. Parce que c'est en s'organisant de manière intelligente que l'on peut combattre le terrorisme. C'est pour cela que d'ailleurs, sur un plan plus pratique, au niveau des frontières, nous avons décidé de signer des accords qui permettent d'appréhender ce phénomène-là, d'appréhender les questions de sécurité, les questions de développement transfrontalier. J'ai signé, vous avez noté, avec mon homologue du Togo, un accord au mois de décembre de l'année dernière. Avant cela, c'est avec le Niger et bien avant cela avec le Burkina Faso. Pour que les administrations locales, puisque c'est dans les périphéries que se développe le phénomène du terrorisme souvent, parce qu'on a tendance à négliger les frontières et il ne faut pas les négliger. Et les communautés qui vivent dans les zones frontalières ne doivent être pas négligées. Donc nous avons signé ces accords-là pour pouvoir nous permettre d'avoir des programmes transfrontaliers qui permettent d'assurer une certaine mission de veille, mais aussi des actions de co-développement dans ces espaces-là. Donc, avons-nous les moyens? Oui, nous en avons l'intelligence, nous avons des moyens qu'il faut mobiliser et c'est à partir de nos moyens qu'il faut chercher maintenant des compléments sur le plan international. Monsieur le ministre, il y a également un chantier important que vous conduisez, c'est celui du Hajj, c'est-à-dire les améliorations qui ont été apportées à l'organisation du pèlerinage des musulmans à la Mecque. Pouvez-vous nous en parler? La question du Hajj, parce que comme vous le savez, le Hajj est un pilier essentiel de la religion musulmane. Et parce que ce pèlerinage fait voyager plusieurs milliers de nos compatriotes, il est important qu'au titre de la responsabilité de protection, l'État s'investisse, comme il s'investit pour d'autres confessions, pour que ceci se passe dans de bonnes conditions. Je dois vous dire que depuis 2016, nous sommes allés d'amélioration en amélioration. Et c'est le président de la République lui-même qui, au cours de ces derniers mois, a présidé des réunions où nous avons revu tout le processus. Vous savez certainement que nous avons mis en place un site d'accueil et d'hébergement à Akpakpa, où désormais nos pèlerins ne traînent plus à Zongo ou autour de l'aéroport dans des conditions difficiles. Il faut humaniser cette affaire, il faut la faire correctement. En plus de cela, nous avons, sur instruction du président de la République, au niveau du comité, revu tous les processus, au cours de réunions qu'il a souvent présidées d'ailleurs, pour que la question du départ, la question du voyage, les conditions dans lesquelles nos compatriotes voyagent, pour que la question de l'hébergement, de la restauration, mais aussi la question de la santé qui est essentielle, mais aussi toute la protection dont nos compatriotes ont besoin lorsqu'ils vont en Arabie Saoudite. Je me suis rendu plusieurs fois, moi-même, en Arabie Saoudite. Nous avons renégocié l'accord de coopération sur l'organisation du Hajj. J'ai signé avec le ministre chargé de la Oumra et du Hajj un nouvel accord. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, celui qui est chargé particulièrement des relations avec l'Afrique, pour montrer que le Bénin veut un Hajj de qualité pour ses compatriotes. Donc, c'est vous dire que la question du Hajj a fait partie des réformes, que tout a été revu pour que personne n'abuse plus de la vulnérabilité de nos parents qui viennent des contrées éloignées. Quelqu'un qui vient de loin, de Sakété, ou qui vient de Péninsoulo ou de Malanville. Et qui dormait avant à la Belle Étoile. Qui dormait à la Belle Étoile. Le président a décidé que cela devait prendre fin. Le temps est venu pour que le Bénin, dans tous les domaines, fasse les choses comme cela se doit. Et je suis très heureux de cette avancée que nous avons faite dans le Hajj. Monsieur le ministre, nous sommes quasiment à la fin de cette émission, sinon presque. Nous serions occultés la présence de la diaspora béninoise qui a envie d'investir au pays, mais parfois confrontés à des situations, la crise de confiance, la méfiance et surtout l'absence d'interlocuteurs pour les aider à investir, à envoyer leurs ressources pour réaliser dans leur pays des infrastructures. Quelle est l'organisation interne qui existe et qui peut nous aider à
inciter la diaspora à plus investir au pays? Monsieur Rappo, ce que vous dites, c'était vrai hier. Aujourd'hui, cela a changé. D'abord, cette obligation de réaction que le président a mise à la charge de tous les ministres fait que ce soit le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, y compris même le ministère du Plan, nous sommes tous attentifs, nous sommes à l'écoute. Ensuite, nous avons l'APIEX, l'Agence pour la promotion des investissements et de l'exportation au Bénin, qui constitue aussi une institution qui peut permettre à la diaspora de savoir les créneaux d'investissement qui existent. Mais le plus important ici, ce qu'il faut signaler ici, ce sont les réformes qui ont été entreprises. Nous avons fait une réforme qui crée les zones économiques spéciales, nous avons réformé le droit du travail, nous avons mis en place la loi sur les PPP. Il y a toute une panoplie de décisions, il y a une panoplie de réformes qui ont été conduites et qui permettent de venir investir de manière totalement sûre dans ce pays. Et je dois vous dire, et c'est vrai que certaines choses ne font pas beaucoup de bruit, qu'il y a de plus en plus de Béninois, soit en joint venture ou soit seuls, qui viennent et qui s'engagent dans des créneaux et qui réalisent des choses dans ce pays. Là, vous rassurez les Béninois de l'étranger. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça va être votre conclusion. Monsieur le ministre, 4 ans à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, c'est long, mais c'est peut-être trop peu. Des succès sans doute, mais des échecs aussi. Quelles sont les difficultés que vous avez vécues à la tête de ce ministère que vous souhaiteriez corriger pour la suite? Ça va être la projection, ça va être les perspectives et ça va être votre conclusion. L'œuvre humaine est perfectible. Ce qui nous guide, c'est la vision du président. Ce qui nous guide, ce sont les intérêts bien compris de notre pays, parce que la diplomatie, c'est d'abord le champ de la défense de nos intérêts. Mais ensuite, ce sont les réformes qui sont en cours. Et ces réformes-là, nous devons les poursuivre, parce qu'il y a des priorités. Et ces priorités-là, il faut pouvoir les respecter. Ensuite, je dois dire que notre diplomatie doit devenir une diplomatie encore plus tonique. Une diplomatie qui vraiment répond à nos besoins. Et c'est ce que le président essaie de faire. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le plus dur a été fait en termes de décision. Mais le plus difficile, c'est de les mettre en œuvre. De les mettre en œuvre de manière intelligente, de les mettre en œuvre en restant attentif à l'évolution du monde. Parce que la diplomatie, c'est aussi l'art de l'observation de l'évolution du monde. C'est pour bien cela qu'on parle de géopolitique, qu'on essaie de voir comment évolue l'histoire et quelles sont les priorités à chaque instant. Et cela, nous sommes déterminés à le faire. Je pense qu'il faut retenir qu'à un moment donné, il y a eu un homme, le président Patrice Talon, qui s'est levé dans ce pays, qui a essayé de s'entourer de personnes d'abord mues par le désir de bien faire, de servir leur pays, et qui, à ses côtés, avance. Mais il y a une chose importante que je voudrais dire. Le pays doit être respecté. Il est important que le champ de la diplomatie sorte souvent du champ de l'attaque politique inutile, parce que ce qui nous lie, quelles que soient nos opinions, c'est ce pays-là. Et c'est ce pays-là que nous sommes chargés de défendre à l'étranger. C'est cette image que nous devons protéger. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Affaires étrangères, Monsieur Aurélien Agbenossi. C'est avec vous donc nous l'avons abordé. La question concernant la transformation diplomatique du Bénin, le rayonnement international du Bénin préoccupe le chef de l'État et préoccupe les acteurs de la diplomatie avec lesquels il travaille, dont vous êtes donc le chef d'orchestre. Merci à vous, Renaud Akapo, d'avoir conduit avec moi cette émission. À très bientôt pour d'autres émissions bilan du gouvernement 4 ans après. C'est le temps des moissons qui se poursuit.